Alors, dans la session précédente, nous avons expliqué ce que vous voyez à l'écran là, l'approche traditionnelle du traitement de données. Dans cette vidéo, dans cette session de cours, nous allons montrer les limites, présenter les insuffisances de cette approche et vous montrer la nouvelle approche ou l'approche la plus appropriée compte tenu des exigences du Big Data. Alors, dans l'approche précédente, dans l'approche traditionnelle, le stockage et le traitement sont toutes les deux centralisés vers un serveur, vers une machine centrale, qui est le serveur. Le problème avec cette architecture, c'est que, alors, pas le problème, mais le moyen de faire monter, le moyen de faire passer à l'échelle ce système, c'est par upsizing. Okay, c'est uniquement par upsizing, donc par augmentation des caractéristiques des composants principaux du serveur, par exemple la RAM, la mémoire, la puissance du microprocesseur, la capacité de stockage du disque dur principalement. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire passer vous ne pouvez pas faire de l'upsizing à l'infini. Les composants du système, les composants de l'ordinateur, du serveur, à un moment donné, atteignent un certain seuil. Elles sont limitées par l'évolution technologique et même par les lois de la physique. Okay? Actuellement, il n'existe pas de microprocesseur peut-être à 20 unités de calcul, cadencé à 5 GHz de processeur, à 5 GHz de vitesse. Pareil, on n'a pas un disque dur de 3 pétaoctets, de 1 ou 2 pétaoctets. On essaie toujours téraoctets, mais on n'est pas encore au pétaoctet. Par exemple, hein. Donc le point, c'est simplement pour souligner le fait que l'upsizing est une limite et la première insuffisance de ce système. Parce que lorsque vous faites l'upsizing, vous êtes déjà limité aux caractéristiques de la carte mère du serveur. Si la carte mère du serveur ne vous permet pas, par exemple, d'avoir plus de 3 barres de mémoire, votre serveur ne pourra pas avoir plus de 3 barres de mémoire. Donc, la quantité de mémoire RAM de votre serveur sera limitée. Okay? Donc, cette limitation fait que, en cas d'augmentation de la charge, une latence va nécessairement s'installer. On va beau augmenter les composants du serveur central. À un moment donné, si la charge de calcul augmente trop, comme c'est le cas dans les applications d'e-commerce aujourd'hui, le boom qu'a connu l'e-commerce aujourd'hui, vous imaginez, vous êtes un site comme Amazon, vous êtes un site comme eBay, vous êtes un site même simple ou comme Alibaba qui reçoit des millions de visites chaque jour dans le monde entier. Vous imaginez cette charge colossale là. Si vous essayez simplement de faire de l'upsizing sur votre serveur, ça va être compliqué, on va dire. Du moins, vous pouvez faire l'upsizing et fonctionner comme ça, mais ça va augmenter les temps de latence. La latence en fait, c'est le temps d'attente traitement. C'est la différence, c'est le différentiel qu'il y a entre le temps où vous envoyez la requête et le temps où le processeur la traite et vous la renvoie. Donc ce temps-là sera de plus en plus important parce que le serveur va prendre plus de temps pour traiter les requêtes puisque les requêtes sont de plus en plus nombreuses. Donc à la longue, le système va finir par planter. Okay? À la longue, le système finit par planter, surtout si on stocke surtout si on traite et on stocke en même temps au même endroit les données. Le serveur doit gérer à la fois le stockage et le traitement. C'est plus compliqué. La troisième, parce que ça c'était la deuxième, le premier c'était l'upsizing, qui était la limite de l'upsizing. La deuxième limite c'est celle-ci, c'est le temps de latence. La troisième limite c'est le stockage de données. À l'époque, là dans les années 80-90, cette approche a marché jusqu'en 2002. Cette approche était utilisée de 1980 jusqu'à 2002. C'est à partir de 2002 qu'on a commencé à changer. Donc à peu près 20 ans. Si on calcule 80 à 2000, ça fait à peu près 20 ans.
20 ans ou 22 ans, comme ça. Donc, le problème, c'est que lorsqu'on est entré dans le big data, le type d'actifs de données a beaucoup changé. Les actifs de données ont, les données, en fait, le format des données ou les actifs de données se sont diversifiés. Aujourd'hui, on ne doit plus stocker les données juste on doit plus stocker les données juste les CSV ou les données sous format tabulaire. Aujourd'hui, on stocke les données audio, on stocke les données vidéo, on stocke les fichiers XML, on stocke les fichiers JSON, on stocke les pages HTML et on traite également ce type de données-là. Donc, les approches centralisées, les serveurs centralisés souvent fonctionnent avec les SGBD. Et les SGBD là, précisément les SGBD-R dans les systèmes de gestion de base de données relationnelles, c'était SGBD type Oracle, SQL Server. Ces systèmes sont des systèmes relationnels. Donc, c'est des systèmes qui sont conçus pour traiter les données sous forme pour traiter les données du type ligne colonne. On n'a pas entré dans les détails des relations et d'explication des relations et des requêtes des ensembles. Mais c'était ça l'idée. Donc, à partir du moment où vous ameniez des données XML, par exemple, ou des données JSON, pour les systèmes, ça devient plus complexe à gérer. Okay? Et même en termes de stockage et d'espace, aujourd'hui, aujourd'hui, centraliser les données sur un seul serveur ne sont plus centraliser les données sur un seul serveur, un seul disque dur, ce n'est plus viable. L'option n'est plus viable à terme. Donc, ça sont les trois caractéristiques qui ont forcé, dès 2002, le marché à réfléchir à une nouvelle approche, à un nouveau paradigme. Okay? Parce que jusqu'à présent, pour résoudre ce problème-là, ces trois limites-là, tout ce qu'on faisait, c'était de l'upsizing. Upsizing, fabrication d'une carte mère plus puissante, fabrication d'un data center plus puissant, fabrication d'une nouvelle machine. Vous entendiez par exemple HP qui vient avec le nouveau Xeon, vous attendez Intel qui sort le nouveau processeur. Bref, c'était ça l'approche. On restait sur du centralisé, mais on accroissait les performances du serveur central. D'accord? Au pire des cas encore, ou alors si la charge était trop importante, on pouvait la redistribuer. On ne la redistribuait pas, mais on la délocalisait. Si nous revenons sur tout, on délocalisait la charge. Par exemple, dans le cas d'un site e-commerce, par exemple, il y a plusieurs tâches. Il y a la partie applicative. Il y a la partie stockage d'abord, dans le fait de gérer, par exemple, vous commandez un livre sur le site e-commerce. Il y a la partie stockage, l'idée de stocker cette transaction-là, cette opération dans une base de données qu'il faut gérer. Il y a une deuxième partie qui est la partie applicative, le fait de s'assurer que voilà, que la commande que vous effectuez est encore disponible en stock. Ça, c'est la partie applicative, la partie métier. Il y a maintenant la partie affichage, le fait d'afficher la page HTML, la bonne page HTML au bon moment, avec les bons trucs en fonction des clics, en fonction du comportement de l'utilisateur sur le site internet. Donc là, c'est trois différentes charges de calcul distinctes. Dans ce cas de figure, ce qu'on pouvait faire, ou ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'était de délocaliser, justement dans l'architecture client-serveur. Ce qu'on ajoutait plusieurs niveaux. On a dit architecture client à N tiers, à 2 tiers, à 3 tiers. Là, on est dans une architecture client-serveur à 1 tiers, près 2 tiers. Le premier tiers, c'est le serveur. Le deuxième tiers, ce sont les clients. Donc, on délocalisait. Si la charge était trop importante, en plus de faire de l'upsizing, on délocalise, par exemple, l'application métier et le rendu HTML au niveau des clients. Donc, et on laissait le serveur uniquement avec le côté transactionnel, le côté stockage mis dans la base. Donc, et maintenant, les applications métiers étaient en fait exécutées ici, au niveau des terminaux, au niveau des clients. Dans ce qu'on parlait on parlait de clients lourds. Ok? C'était en fait tous ces deux moyens qui étaient utilisés. D'accord? Donc voilà, on s'est dit, ok, je fais de l'upsizing et où je délocalise les données, je délocalise les traitements d'un tiers, donc du tiers du serveur à un autre tiers. Si la charge devient trop lourde sur le premier tiers, j'ajoute un deuxième tiers dans l'architecture et je partage encore. Si le deuxième tiers c'est encore plus compliqué, j'ajoute un troisième tiers.
dans l'architecture et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc dans la troisième formation du projet DTN, nous parlons en détail, en profondeur des bases de données, en fait, du stockage de données, des bases de données, comment est-ce que cela est géré. Okay? Donc, la sortie de cette formation-là est prévue pour 2020. Donc, au moment où vous allez vous procurer cette formation-ci, si on est déjà en 2020 et que vous souhaitez comprendre, aller plus en détail sur le stockage de données, alors nous vous recommandons de vous procurer la formation sur les bases de données. Donc, pour l'heure, nous allons juste rester sur les limites. OK? Nous allons rester sur les limites et les insuffisances de ce système. Donc, en 2002, pour combler ce déficit-là, pour combler ces insuffisances, Google est la première entreprise à avoir dit stop. Nous n'allons plus utiliser l'approche classique où on achète des data centers de plus en plus puissants, où on va faire de l'upsizing, on va délocaliser les traitements. Nous n'allons plus utiliser cette approche-là. Clairement, cette approche, ce message d'Eric Schmidt, c'est l'ancien patron de Google, du moins le patron de Google en 2002, à l'époque du changement d'approche, OK, de données. Donc, dans la vision de Google, l'idée ne serait plus de centraliser le traitement et le stockage dans un seul serveur, mais l'idée serait de distribuer le stockage et de paralyser les traitements dans des nœuds de calcul, dans plusieurs machines commodes. Ce qu'on entend par machine commode, c'est les PC, hein. C'est pas des super. En fait, c'est pour différencier les PC, par exemple, nos PC classiques, des PC, des ordinateurs, des serveurs, quoi. OK? Donc, Google dit, avec la baisse des coûts informatiques, avec la baisse du matériel, la baisse des prix, la baisse des coûts de l'hardware, l'idée, ça ne serait plus de dire, OK, on va dépenser 600 000, 700 000 euros, 1 million d'euros pour acquérir un serveur super puissant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'avec les 1 million d'euros là, on va constituer un groupe. On va acheter plusieurs machines, OK, plusieurs PC. On va les interrelier et on va distribuer les calculs et le stock. On va distribuer le stockage on va utiliser le disque dur de plusieurs de ces éléments-là et de ces différentes machines-là, et on va paralyser les calculs sur les processeurs de ces éléments-là, de ces différents PC commodes. Et c'est donc comme ça qu'on a eu la nouvelle approche. C'est comme ça que le marché a commencé à s'intéresser au développement de cette nouvelle approche. Alors, à titre de rappel, hein, Google fait partie des premières entreprises à avoir rencontré les difficultés, les insuffisances de l'approche classique. Parce que souvenez-vous que l'entreprise indexe toutes les pages Internet de la planète. Et qu'aujourd'hui, on est au milliard. Déjà en 2002, on était quasiment on frôlait déjà le milliard. Voire si ce n'est même qu'on dépassait déjà le milliard de pages. Et donc lui, Google indexait tout le contenu de toutes ces pages-là. Donc il était en ligne de front des insuffisances de l'approche traditionnelle. Donc, la nouvelle approche représente plus un changement de paradigme. Le paradigme, c'est quand vous cassez d'approche, c'est quand vous changez complètement, vous quittez d'une approche, d'un raisonnement pour un autre type de raisonnement. Donc là, on est vraiment dans un nouveau type de raisonnement dans lequel, au lieu d'utiliser un serveur, on va prendre plusieurs serveurs, donc pas plusieurs serveurs, plusieurs machines, plusieurs PC commodes. Voici plusieurs PC commodes comme ça, et on va les regrouper dans ce qu'on appelle des casiers ou des grappes. Et ensuite, on va interconnecter ces grappes-là et on va exécuter les calculs à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de profiter de la baisse des coûts de l'ordinateur, parce qu'il faut noter que les data centers puissants à l'époque coûtaient beaucoup d'argent et ils étaient difficiles à entretenir. OK? Il était très difficile à entretenir. En plus, il y avait toutes ces insuffisances-là. Donc, le nouveau modèle revient moins cher parce que
il permet de bénéficier de la baisse des coûts informatiques. Les PC commodes coûtent moins cher. Donc, au-delà de ça, il y a aussi le fait de distribuer les calculs, le fait d'utiliser plusieurs machines génère ce qu'on appelle des effets de réseau. Vous vous souvenez des effets de réseau dont nous avons parlé dans les effets de réseau dont nous avions parlé précédemment. Ok? Dans les effets de réseau, ça veut dire quoi? L'effet de réseau, ou alors l'effet de réseau, si on parle en mathématiques pour décrire les effets de réseau, on utilise aussi le terme tu vas couper cette partie, hein, tant que je cherche rapidement le terme. Tu vas couper cette partie-ci. Voilà, synergie. Donc l'utilisation de plusieurs PC comme ça, permet de bénéficier d'un effet synergique. Ok? L'effet de réseau, ou qu'on appelle plus l'effet synergique. L'effet synergique, donc de la synergie, signifie quoi? Signifie que lorsque vous utilisez, c'est un effet en fait c'est un effet qui est étrange. C'est un effet en fait qui montre mathématiquement que si vous prenez, alors je vais prendre un exemple en fait pour vous expliquer l'effet synergique, ce que c'est. Supposez vous prenez un cheval, on vous dit ok, la force de tractation, ce que ce cheval peut déplacer. Supposons par exemple que ce cheval peut déplacer 1000, non pas 1000 km, par exemple 300 kg. 300 kg, le cheval peut déplacer 300 kg. D'accord? Maintenant, si vous prenez deux chevaux de la même force, ces deux chevaux, logiquement pour nous les êtres humains, parce que nous réfléchissons de façon linéaire. Donc, de façon linéaire, si un cheval avec une règle de 3 classique peut tracter 300 kg, alors deux chevaux peuvent tracter 300 kg plus 300 kg, donc 600 kg. 3 chevaux peuvent tracter 900 kg. Okay? Mais en fait, en mathématiques, ça c'est comme ça que nous raisonnons. Mais en réalité, en mathématiques, on démontre facilement que lorsque si vous prenez le premier cheval qui tire 300 kg, et vous l'associez avec un autre cheval, ils vont tirer. En fait, leur puissance combinée sera exponentielle. Elle ne va pas suivre une trajectoire linéaire. Elle va suivre une trajectoire exponentielle. Donc, il y aura un effet synergique. Donc qui vient de synergie en tout cas. Il y aura un effet de synergie par là. C'est-à-dire que là, dans mon cas, bon, je n'ai pas calculé l'exponentielle, mais on va vous dire que les deux chevaux sont capables de tracter à eux seuls peut-être 1 tonne. Vous voyez, 1 tonne au lieu de 600 kg. Or, si vous prenez un cheval qui a la même force que les deux chevaux combinés, lui, il ne va pas tracter les 2 tonnes. Lui, il va plutôt tracter 600 kg. 600 ou 700, peut-être 800 kg, mais il ne va pas atteindre 1 tonne. Okay? Sa force de traction sera inférieure à la force de traction de deux chevaux qui ont la force du premier cheval divisé par 2. Parce que lorsque vous prenez 2 chevaux, il y a un effet synergique en fait qui se crée. Et c'est cet effet synergique qui permet c'est cet effet synergique qu'on bénéficie lorsqu'on utilise plusieurs PC. En informatique, cela se traduit comment? Cela se traduit par, si vous prenez un ordinateur qui a une force, qui a une puissance de calcul de 1 GHz, ok, et qui peut traiter 1 million d'instructions la seconde. Ok. Si vous prenez 2 ordinateurs, si vous prenez 2 PC, vous prenez un second, vous avez le premier PC qui est à 1 GHz, vous prenez le second PC, toujours de 1 GHz,
vous combinez les deux. Les deux ne vont pas traiter 2 millions, comme vous pensez. Les deux vont peut-être traiter 6 ou 7 millions d'instructions par effet synergique ou synergétique. OK? Par contre, si vous prenez un PC de 2 GHz, lui, il va traiter 2 millions d'instructions à la seconde. Vous voyez un peu la différence? Donc, c'est ça, en fait. La différence ne vient pas des caractéristiques intrinsèques des deux PC, mais simplement de l'effet synergique qu'il y a lorsque vous travaillez ensemble, lorsque vous mettez des personnes lorsque des choses s'assemblent en groupe pour travailler. Il y a donc cet effet d'échelle, en fait, que vous bénéficiez. Donc, la puissance de calcul générée par deux ordinateurs de 1 GHz est de loin supérieure à la puissance de calcul générée par un super ordinateur de 2 GHz. En fait, c'est cela l'effet synergique. Donc, grâce à la baisse des PC, vous pouvez bénéficier de cet effet synergique aussi d'un effet synergique qui est colossal, qui est vraiment important. Parce que là, on ne parle pas de 2 machines, de 3 PC. On parle de milliers de PC, d'autant de PC que vous voulez. Donc ça, c'est le deuxième avantage, en fait, de cette approche-là, de cette approche. Le troisième avantage, c'est la scalabilité. La scalabilité, ici, vous voyez que dans le premier process, la scalabilité se fait par upsizing. Et or, l'upsizing atteint rapidement des limites. Ici, avec la nouvelle façon-ci, la scalabilité, donc l'augmentation de la charge de calcul se fait simplement par augmentation du nombre de nœuds, du nombre de PC dans l'architecture, dans le système. Or, les PC coûtent moins cher. Donc, la scalabilité de ce système coûte moins cher que l'upsizing dans l'approche classique. Et vous voyez qu'ici, en plus, la scalabilité ici est infinie. Parce que vous pouvez ajouter autant de PC que vous voulez. Okay. Donc voilà, il y a plusieurs autres avantages, mais voilà principalement les 3 avantages de ce nouveau modèle. Donc, 1, la baisse des coûts, le coût du TCO global qui est plus bas, donc qui permet d'obtenir des PC moins chers. 2, l'effet synergique provoqué par l'assemblage de plusieurs PC. Et 3, la scalabilité qui est, on parle ici de scalabilité horizontale. Okay. On dit ici la scalabilité horizontale et que vous pouvez mettre autant de PC que vous pouvez ajouter autant de PC dont vous avez besoin. Donc l'augmentation de charge se fait uniquement par l'augmentation des PC. Donc, voilà en fait la nouvelle approche. Donc techniquement parlant, comment est-ce que ça marche? Je vous ai expliqué que les ordinateurs sont regroupés en PC, sont regroupés dans une grappe, mais je vais être plus spécifique cette fois-ci. Donc, je prends plusieurs PC. Le PC, ne soyez pas intimidé, hein. Ce monsieur, c'est quoi? Prenez votre PC, prenez votre ordinateur portable, d'accord? Vous prenez la partie qui contient tous les calculs. Donc, vous enlevez juste la partie de l'écran. Et vous voyez la partie que vous tenez en main là, qui a le clavier. En fait, c'est ça, en fait, le PC. C'est lui qui a la carte mère, le processeur, le disque dur et tout. Donc, vous prenez ça. En fait, c'est ça ici. Le nœud, c'est ça qu'on appelle un nœud. Dans la terminologie, chaque PC que vous ajoutez dans l'architecture s'appelle un nœud. Et l'ensemble des nœuds regroupés là s'appelle un cluster. OK? Un cluster, c'est un cluster. Donc, vous prenez simplement la partie, le PC, c'est ça, c'est juste la partie clavier, je vais dire, de votre PC ou de votre ordinateur portable. Et vous les empilez, si vous les ajoutez, vous les empilez dans un casier comme ça qui peut prendre jusqu'à 40 ou 60 nœuds. OK? Vous interreliez les 40 ou 60 PC, dont les 60 nœuds. D'accord? Ici, on dit que les nœuds sont composés de CPU, RAM, disque dur. Donc voilà. Donc en fait, c'est votre PC classique sans l'écran, sans la souris et sans la partie clavier, qui est la souris tactile, là, et sans aussi les baffles. En fait, c'est ça en fait le PC ici, le nœud. Donc vous prenez comme ça les nœuds, vous les intraconnectez. En d'autres termes, dans chaque casier comme ça, les nœuds sont connectés à l'aide d'un réseau filaire, à l'aide d'un câble RJ45 ou à l'aide de la fibre, okay? Le câble de la fibre optique. Donc, vous interconnectez comme ça, on parle là d'intraconnexion, d'accord? On parle d'intraconnexion, on parle de connexion intra-PC ou
intra-cluster. Donc, vous allez les interconnecter, intra-connecter ici. Et vous allez créer d'autres casiers. Donc, je vais prendre là, par exemple, ici, j'ai 4 x 4. Là, j'ai 16 casiers. D'accord? Mon cluster ici est constitué de 16 casiers. Et chaque casier contient entre 40 et 60 PC. Donc, j'ai 60 x 16 au final. 60 x 16 dans le cas que j'ai pris ici. Maintenant, les casiers là, vous les interconnectez. Donc, on a vraiment deux niveaux de connexion. On a une connexion entre les PC à l'intérieur de chaque casier. Et on a maintenant une connexion réseau avec un RJ45. Un câble RJ45 toujours. Hein. Donc, vous les interconnectez maintenant à l'aide d'un switch. Donc, les switches, bref, l'équipement réseau classique, quoi. Le switch ou le hub. Bref, vous les connectez comme ça et vous avez dans un deuxième niveau d'interconnexion. Et donc là, vous avez dans votre nouvelle architecture. Cette architecture est une architecture distribuée. Donc, on caractérise ce cluster, cette architecture d'architecture distribuée. Dans cette architecture, les données sont distribuées, le stockage des données est distribué entre les disques durs de tous les nœuds là. Et les calculs, les traitements sont parallélisés entre les CPU, les microprocesseurs de tous les nœuds des casiers là. Okay? En fait, c'est ça. Donc, ça permet d'aller bien plus vite, donc de bénéficier de l'effet de synergétique et de bénéficier de la scalabilité horizontale. Hadoop aujourd'hui est l'implémentation la plus mature, la plateforme aujourd'hui la plus mature et la plus complète qui permet d'exploiter en fait sur un cluster comme ça, une architecture distribuée. Ok? Donc Hadoop, c'est simplement le logiciel qui permet d'exploiter tous les disques durs ici et d'exploiter tous les microprocesseurs des clusters. Okay. Donc, voilà la nouvelle approche de traitement de données. Cette nouvelle approche est la base, la fondation de toutes les technologies Big Data. Elle est plus appropriée pour répondre aux exigences des 3V, volume, vélocité et variété du Big Data. Donc, nous allons voir dans la session de cours suivante le fonctionnement général, on va dire. Le fonctionnement général d'Hadoop, comment est-ce que les traitements sont effectués à l'intérieur. D'accord? Nous allons parler d'Hadoop et expliquer comment est-ce que les traitements sont exécutés dans un cluster là. Parce que là, c'est un peu plus compliqué. Dans l'architecture, ici, c'est plus simple. On voit rapidement, mentalement, comment est-ce que les traitements sont faits. Mais ici, c'est un peu plus compliqué. Voilà, comment est-ce que je coordonne 60 PC multiplié par 16. D'accord? Donc, c'est dans la session cours suivante. Merci.